Nous avons quelqu'un qui était justement sur les constructions de ces grands ensembles et qui était incité à y habiter, ce que je trouve intéressant comme démarche. Faut justement, mais ça correspond aussi à une époque dont témoigne bien ce film, c'est que grand ensemble voulait dire une nouvelle chance pour la ville, possibilité de notre mode d'habitat qui permettait à notre mode de vivre ensemble. Et c'est ce qu'on a perdu de vue aujourd'hui quand on fait le bilan de ces quartiers. Elle vit où, la réalisatrice? Dans l'Essonne aussi. Et je pense que je suis pas sûr de moi, mais je pense qu'elle était dans un de ces quartiers. Parce que elle a construit son film de contact en contact, en quelque sorte, de façon à pouvoir récolter tous ces petits bouts de films familiaux. 10 ans, elle a mis, pour constituer le matériau dont va se servir ce film, qui comporte énormément de films différents. Là, c'est quand même assez extraordinaire. Le film fait à peu près 1 heure. Ces films Super 8 étaient très courts. Le son est ajouté. Il n'y avait pas de son quand on filmait en Super 8. Donc quand vous entendez cette espèce de bruit avec des rires d'enfants, du bruit du vent et tout ça, la rumeur du trafic lointain, tout ça c'est de l'ajout sur ces archives. Ouais. Ce film-là, c'est un prémisse pour une réflexion plus poussée derrière, parce que finalement, elle fait plus un constat qu'une étude vraiment du site. Est-ce que c'est une base pour ensuite approfondir un point de vue ou pour déboucher sur notre travail? Non, c'est une fin en soi. C'est une fin. Pourquoi vous... Je sais pas, parce que on sent qu'elle a envie de témoigner d'un vécu. Ouais. Mais savoir ensuite, il n'y a pas vraiment de conclusion, et savoir si elle voulait aboutir à une conclusion de ça, ou si c'était juste laisser une trace. Mais votre observation est intéressante. En fait, elle essaie selon moi, de montrer différemment ces quartiers en se basant sur le regard que les habitants portent dessus, par le biais de ces films familiaux. Pourquoi ? Parce que depuis 40 ans, nous avons beaucoup d'images de ces quartiers, mais qui ont été enregistrées par les médias, ou alors par le documentaire. Documentaire qui a été institutionnel, c'est-à-dire commandé par des ministères, par des organismes directement impliqués, que tu faisais allusion, pour promouvoir ces nouveaux quartiers, ou documentaire qui, depuis les années 80, essaie d'attirer l'attention sur le sort, voire la détresse que subissent ces quartiers. Et là, on a une nouvelle catégorie d'images, on a accès à ces images qu'on ne connaissait pas, ou très peu, qui sont ces films de famille. Moi, ce que j'observe, c'est que oui, bien sûr, elle privilégie l'enfant qui souffle les bougies, ou la promenade au parc, etc. Mais il y a beaucoup d'images qui montrent le bâtiment, qui montrent les abords. Ce qui me paraît témoigner une fascination vraiment pour ces nouveaux paysages. Ouais. Est-ce que vous avez prévu une projection de film de Jacques Tati prochainement? Ça me semblerait être une bonne introduction au travail de Tati. Pourquoi? C'est exactement la période charnière entre le passage de la vie rurale à toute l'esthétique des 30 Glorieuses. Oui, c'est ça. Alors Tati, lui, il a été... Alors Tati est un exemple intéressant pour ce que je viens de dire. Enfin, fait écho de façon intéressante à ce que je viens de dire.
c'est-à-dire la question de la fascination pour ces endroits. Tati, il est évidemment un contempteur de la banlieue, de la nouvelle architecture, des grands ensembles, de ces gestes urbanistiques massifs. Et ce que j'observe moi, c'est que ce soit Mon oncle, que ce soit Trafic, on voit que ces films tirent incontestablement une esthétique de ces environnements. Bien sûr, Mon oncle met en tension les bâtiments ultra-modernes avec les bons vieux, les bonnes vieilles bâtisses du vieux Paris. Il n'en reste pas moins que ce qui reste de Tati, d'un point de vue visuel, c'est essentiellement sa façon d'avoir chorégraphié ces grands ensembles, ces aéroports, tous ces paysages standardisés qui en même temps fascinent par la perspective, par la répétition des modules, par toutes ces leur gigantisme. Ouais. Ce que j'ai trouvé intéressant dans le film, c'est le rapport avec l'économique, où on part des années 50, c'est-à-dire l'exode rural, c'est-à-dire qu'on part d'un habitat individuel pour aller vers un habitat collectif, donc la classe moyenne. Et après, donc, 73, il y a le chômage, et donc rupture de revenus et tout ça, donc la classe moyenne repart dans l'individuel. C'est ça. Et du coup, c'est les immigrés ou les gens qui ont moins de revenus qui vont dans les... Et après, de nouveau, donc, les immigrés qui au départ ont des revenus parce que c'est le plein emploi, et après, donc, rechute, et donc là, destruction, donc, voilà. Donc ça, je trouve ça très très intéressant, l'espèce de boucle, parce qu'au final, au départ, il y avait donc même des géographes qui étaient peut-être issus de la classe moyenne plus, qui étaient habitants dans ces grands ensembles et tout ça. Donc on a dévalorisé ces grands ensembles qui, de toute façon, qui à mon sens, quand même, au niveau impact écologique, ça dépend, voilà, pourrait très bien fonctionner comme au Japon où l'indice au sol est très faible. Enfin. Oui. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant ce rapport sociologique, socio-économique par rapport à la population et par rapport à cette histoire qui fait partie de. Enfin, qui date d'il y a 50 ans. Quoi, qui a mon âge, parce qu'en 67, donc c'est un peu l'époque de ça, et donc jusqu'à actuellement. Pour ça, c'est vraiment une belle analyse socio-économique. Après. Elle apparaît en filigrane. Et à petite touche par les témoignages des personnes pour dire quelque chose de très délicat à dire, que tu as commencé de dire, je vais essayer d'y ajouter, c'est qu'il y a la crise économique, paupérisation de la population, il y a Albin Chalandon, ministre du Logement, qui avait poussé au logement individuel, ce qu'on appelait les chalandonnettes, qui a beaucoup inspiré. Alors là, il y a aussi un autre modèle, c'est le modèle Castor, construction collective, de construction individuelle, de maisons individuelles, des produits financiers qui permettaient de s'acheter une maison, quoi. Et du coup, de ne plus être dans ces tours de plus en plus dégradées. Alors, ce qu'explique le maire de Clichy, c'est que les habitants en voie de paupérisation, avec le chômage, font des choix dans ce qu'ils ont, font des choix. Ils sont contraints de faire des choix dans leurs urgences de paiement, et souvent, ce sont les charges de locataires qui négligent de payer, enfin ils ne négligent pas, ils renoncent à les payer, si bien que les immeubles se dégradent de plus en plus parce qu'il n'y a plus d'investissement là-dedans. Et c'est tout un processus qui est en plus l'image des quartiers va s'ajouter à cela, et c'est tout cela qui pénalise complètement cet environnement. Ce que je trouve intéressant dans ce film, c'est que il fait part d'un regard pas nostalgique, justement,
mais d'un regard qui fait la différence entre un avant et un après, où il y a une période où le grand ensemble, c'était un projet. Un projet de société, un projet de cadre familial pour toutes ces personnes qui ont témoigné. Je voulais faire encore le parallèle par exemple, à New York, Oui. où c'est aussi des immeubles de haute hauteur, Ouais. qui ne s'est pas dégradé, où ma soeur qui habite à Mulhouse dans un immeuble au centre-ville, un train versant, donc il y a toujours de la lumière, et tout est concentré, c'est quand même très confortable, on va dire, dans le si c'est pas dégradé. Donc c'est vrai que ça pose la question, parce que après l'image des quartiers, des banlieues, non, des bars et des tours, si on réfléchit à l'indépendamment du côté périphérique des quartiers, Oui. l'habitatif collectif, c'est-à-dire bars et tours, par exemple, si on prend l'unité d'habitation de Corbusier, maintenant c'est que des gens très aisés qui vont habiter à Marseille dans l'unité d'habitation qui est une tour, une barre. Oui, oui. Et donc ça dépend aussi de la qualité, mais si la qualité est là, il y a une belle lumière, il y a un confort, D'où le débat à propos de la destruction des tours et des bars. C'est que Jean Nouvel avait dit il faudrait plutôt investir architecturellement ces lieux et tirer profit de leur capacité d'ensoleillement, de leur configuration, etc., plutôt que de les détruire. Il y a tout un débat à ce sujet. par exemple, à l'entrée de Strasbourg, la tour du bâtiment est en train d'être réhabilitée, par exemple. Ah ouais. Donc c'est bien des histoires, comme disait Villard. C'est bien une histoire d'investissement et de peut-être aussi de propagande, entre guillemets, de médias qui font que tout d'un coup, voilà. Enfin, il y a des enjeux financiers derrière qui sont indépendamment de l'architecture même. Voilà. Parce que c'est intéressant aussi dans le film, c'était qu'à un moment donné, ils ont créé, ils ont dit de l'emploi avant de créer du logement. Donc ça, c'est très intéressant, je veux dire, ces allers-retours. Alors, ce qui n'est pas dit dans le film, qui à mon avis aurait dû être mentionné, c'est que c'est quand même des quartiers, enfin des villes nouvelles. Et les villes nouvelles, c'est difficile de faire vivre dedans. Et très vite, c'est ce qui a été critiqué. C'est-à-dire que avec la polarisation des grandes surfaces, l'agrément de la ville dans ces endroits-là, au bout d'un moment, on a du mal à le trouver. Surtout quand il y a Paris qui est pas si loin. Paris polarise énormément. Donc il y a eu, et puis de la part des urbanistes, il y a eu une volonté de privilégier l'habitat de façon massive sans vouloir continuer Paris par toutes ces villes nouvelles. Justement, c'était l'idée d'avoir des villes nouvelles qui sont autonomes. Et le problème, c'est que de plus en plus, à force d'être autonomes, elles ont été fermées sur elles-mêmes. Et c'est ce qui fait difficulté. Bon, c'est Paris, hein, mais c'est aussi, ici on le sait bien, notre difficulté à nous rendre dans la périphérie pour quoi faire si on n'y habite pas. Quoi, hein. C'est qu'il n'y a pas de continuité de vie. Mais ce qui est naturel aussi. Oui, si tu veux, mais. On va pourquoi aller à 100 km je pense que s'il y avait. La vie là où. Moi je viens là parce que j'habite quartier nord. Oui. Si je dis je vais au nord, ça va me coûter un déplacement, forcément. Quand je vois comment à Paris tu peux aller d'un bout à l'autre de la ville parce qu'il y a telle attraction, tel endroit qui t'intéresse, etc. Ça montre qu'on a du mal à distribuer la ville sur toute cette surface. Est-ce que vous avez d'autres... En fait, je trouve à la fois que c'est intéressant mais que c'est dérangeant parce que j'ai l'impression que quand même les points de vue ils sont choisis dans les personnes qui ont habité ces grands ensembles. Déjà, je me pose juste la question, j'en ai aucune idée, mais qui pouvait s'acheter une caméra à l'époque dans ces endroits-là, et quels films ont été retenus sur ceux qui avaient été proposés, sur ceux qui avaient été récoltés, et pourquoi est-ce qu'on cherche en fait à dire qu'à un moment c'était bien quoi, de vivre là. Caméra Super 8, c'était pas cher. D'accord. Ensuite, bien sûr qu'il y a un trait d'image, c'est le documentaire.
Cela dit, ce qu'on a observé, les historiens du film amateur ont observé qu'il y a des récurrences en fait de mise en scène, hein, et que souvent c'est, comme il a été mentionné, le chef de famille qui filme, c'est lui qui est peu à l'image. On filme l'actualité heureuse de la famille, et on n'a pas tellement envie de s'attarder sur... on ne se fait pas des reporters privés, quoi. Donc on n'a pas tellement envie de s'attarder sur le reste. Voilà, donc la démarche du film, c'est de dire, c'est quand même curieux que ce film amateur qu'on connaît bien, qui montre l'actualité des anniversaires, des temps festifs, etc., ça a été aussi, ça s'est appliqué aussi sur ces lieux de périphérie. Moi, je pense que du coup, à l'heure actuelle, on peut aussi avoir ce genre d'images. Ouais, mais alors, là, il y a quelque chose d'autre qu'il faut ajouter, c'est l'histoire même du film amateur. C'est que, en fait, ce qui est super dans un film Super 8, ils le disent, ça fait moins d'1 minute. Donc du coup, on est obligé de cadrer, de poser et ensuite d'archiver. Et tout le problème pour les historiens du film amateur, pour le réseau des inédits, dont il y a Mira qui en fait partie, c'est pour la suite, avec l'arrivée du caméscope. Parce qu'on peut filmer en continu. Plus on filme en continu, plus on est dans une espèce d'inflation de films, d'images, et les gens ne regardent plus, parce que c'est très ennuyeux. Il n'y a plus cette logique de coupure qui oblige à choisir, qui oblige à faire un point de vue, parce que si j'achète un rouleau de pellicule, je veux que mon film soit bien. Je cadre un peu, quoi, puis je choisis le moment que j'ai envie de... Tandis que quand on a toujours la possibilité de faire de l'image après de l'image, on laisse tourner. Et du coup, on ne fait plus l'effort de réaliser. Et ça rejaillit sur le film amateur. Alors, c'est ce qui a été observé avec toutes ces cassettes VHS qui sont remisées sur les étagères et que personne ne ressort, contrairement à la petite cérémonie du Super 8. Ça nous interroge en fait sur notre usage contemporain, hein, des images que nous faisons. Est-ce que nous regardons toutes ces photos, tous ces films que nous faisons quotidiennement, de façon même compulsive des fois, on dirait? Ce qui est à remarquer, c'est que ça s'est collectivisé. Ce n'est plus le chef de famille qui est le réalisateur. Tout à chacun le fait. Et quel usage en faisons-nous après? Est-ce que ça contribue à une mémoire? Est-ce qu'on les regarde à nouveau? Est-ce qu'on les ressortirait 10 ans après? La matérialité même de la pellicule a fait que c'est archivable. Il y a la petite cérémonie de remettre l'appareil en marche. Ça prête de l'attention et du coup ça donne de l'enjeu aux images. Moi je veux dire quelque chose, Ouais. de rebondir. Ici c'est un montage d'archives, comme tu dis Joël, de travaux de personnes qui ont fait du cinéma en famille, festif, pour les anniversaires, pour aussi filmer leur lieu d'habitat, l'environnement. Et je pense que c'est autre chose que toutes ces conneries qui existent maintenant avec vos smartphones, vous téléphonez, vous filmez n'importe quoi. Il n'y a aucun montage, il n'y a aucune structure, il n'y a rien du tout. Et c'est du McDonald's du cinéma. On dit ça, ce sont des œuvres d'art, ce sont des archives, ce sont des vies derrière. Et quand ils font du Super 8, c'est accessible parce que le gars il a travaillé. Je ne sais pas si toi qui as posé la question, si tu as travaillé dans ta vie pour t'acheter un Super 8. Moi? Non. Derrière. Donc, voilà, le Super 8, effectivement, c'est un film qui se construit. Maintenant, bon, et après, enfin, je pense que pour certains plans,
la réalisatrice comment dire, à recadrer. Je me dis, il y a beaucoup d'images de ville qui sont assez idéales pour un réalisateur. Je me demande si elle n'a pas fait sa cuisine là-dedans. Voilà, Il y a du présent aussi, enfin du présent, il y a des époques des années 70, 60, il y a aussi des années 80, je veux dire. Oui. Il y a, les années 80, il y a des greffes. Voilà, elles sont évoquées. Les années 60-70 sont montrées. Voilà, alors je voulais attirer votre attention sur un remarquable travail qui a été fait sur la question de l'image et des grands ensembles, c'est filmer les grands ensembles, par Camille Canteux, qui justement a essayé d'abord de bien exposer ce processus de construction et de vécu des grands ensembles, et ensuite de raconter comment ça a été rapporté à l'image. Et d'un point de vue du film institutionnel, auquel je faisais allusion tout à l'heure, d'un point de vue de la fiction aussi, comme ce film s'appelle Elle court à la banlieue dans les années 70, et dans les téléfilms également, et encore une fois dans les documentaires.